1635, Georges de la Tour à Lunéville par Jacques-Édouard Berger. Époque d'ombre et de lumière, le clair-obscur de Caravage, un caravagesque du sud, Zurbaran, un caravagesque du nord, Rembrandt, et en France, Georges de la Tour. Ce tableau-là, je vais vous en parler dans un instant, vous raconter un peu son histoire parce qu'elle est assez extraordinaire. C'est donc ici un détail de la diseuse de Bonaventure dont voici l'entier. C'est, je répète, un des tableaux clés de la tour, d'abord parce qu'il est signé, c'est un des seuls Latour signés, en haut à droite, tout le monde peut voir, et c'est donc un des tableaux qui a permis l'identification même d'un peintre qu'on avait depuis longtemps oublié. Deuxièmement, c'est un des sujets de moralité les plus typiques du XVIIe siècle, le jeune homme qui se croit fort et invincible, un peu comme l'enfant prodigue, si vous le voulez, mais qui est volé à chaque détour de rue et qui rentrera dépenaillé dans le sein de son papa, évidemment. Vous voyez en effet que la bohémienne lui a lu la Bonaventure et prend la pièce qu'il lui a remis contre, cependant qu'une première comparse lui vole sa montre, une deuxième lui coupe sa bourse, et donc il va ressortir entièrement appauvri. Soyons nets, c'est un sujet qui n'est pas original, je veux dire, Georges de la Tour n'est pas le premier, le seul, tant s'en faut, à l'avoir utilisé. C'est un de ces sujets de fabliaux moralisateurs qui a été infiniment à la mode au XVIIe siècle. Le XVIIe est le siècle des fables, le XVIIe est le siècle des moralités. Repassez votre La Fontaine et vous en serez certainement convaincus. Donc il faut bien voir ce genre d'approche dans l'admirable tableau que vous avez là. Aujourd'hui, c'est considéré comme l'un des tableaux les plus importants d'un des musées les plus importants du monde, le Met de New York. Mais le Met, il tient comme à la prunelle de ses yeux, faut vous dire. Ce tableau-là a été découvert en 1946, c'était hier puisque j'étais déjà né, dans un petit couloir d'un petit château de la Sarthe. Et en fait, c'est un personnage donc, qui, rendant visite à la dame qui avait une toux qui l'a clouée au lit, a vu dans un demi-noir ce tableau qui l'a frappé. Puis, ayant quitté le château, il y a repensé, il est retourné le voir. Comme il était très ami des arts et très érudit et qu'il avait des amis un peu partout, au Louvre, il en a parlé, et il en a parlé à René Huyghe, qui était à ce moment-là conservateur en chef du département des peintures. Huyghe a été bien sûr intéressé, les négociations ont commencé, quelques millions, mais c'était encore des millions relativement légers à cette époque-là, quelques millions, 2, 3 millions, dit-on, c'était pas mal pour un tableau qui était jusqu'alors confiné dans un couloir. Je vous rappelle, la dame a dû se remettre de son rhume plus rapidement que moi, je peux vous dire. Bon, 3 millions, et puis tout d'un coup, Huyghe revient, voulant taper le dernier coup et tirer le morceau pour ses fameux 3 millions, et ne trouve plus le tableau. Entre-temps, comme toujours, des indiscrétions s'étaient faites dans les bureaux même du Louvre, la photo avait été subtilisée, un grand marchand avait été alerté, c'était M. Wildenstein, célèbre. Et M. Wildenstein est allé avec 7 millions cash, le double et plus du Louvre. La dame s'est évanouie et a cédé le tableau, inutile de dire. Wildenstein était d'une habileté absolument machiavélique. Il a attendu, en fait, 11 ans sans jamais parler de ce tableau. 11 ans. On savait qu'il l'avait, mais peu de gens savaient qu'il l'avait. On pensait qu'un jour il l'offrirait au Louvre, mais peu de gens réussissaient à y croire vu le monsieur. Et un beau jour, bel et bien, 11 ans plus tard, le temps d'oublier, le 8 juin 1960, donc, le Metropolitan faisait un fabuleux cocktail pour ses trustees et exposait la diseuse de Bonaventure. Le lendemain, les journaux en étaient pleins. La France a poussé des hurlements, vous pouvez bien imaginer. Monsieur Malraux a été accusé d'avoir signé, et pour combien, un visa d'exportation. Ça donnait des histoires pas possibles. La radio, la télévision, tout le monde s'en est mêlé littéralement. Et puis maintenant, le temps a passé et la diseuse de Bonaventure est bel et bien, grâce à M. Wildenstein, si on peut dire, exposée au Met de New York. Mais ça fait quand même un peu mal, vous admettrez, de penser que c'est le Louvre qui devait l'avoir, c'est au Louvre que le tableau devait revenir et qu'il a ainsi franchi l'Atlantique. Cela étant, j'en ai fini sur l'histoire du tableau, et
nous prenons notre sujet à proprement parler. Nous sommes donc dans un nouveau siècle, le XVIIe, et très exactement en l'année 1635, et nous avons aussi changé de ville. La dernière fois, nous étions, souvenez-vous, à Florence, avec Bronzino. Cette fois, nous nous retrouvons quelque part en France, disons à Lunéville, avec Georges de la Tour. Bien sûr, il faut faire un tout petit peu d'histoire pour situer le changement culturel important que vous devez connaître pour bien aborder la Tour. 1635, nous sommes à l'époque où à Rome règne sur le trône pontifical Urbain VIII Barberini, un des plus grands papes en fait de l'histoire de son siècle, en tout cas 232e successeur de Pierre et pape de l'apogée du baroque, comme vous le savez sans doute, puisque piètre pontife peut-être, mais grand urbaniste et grand architecte et grand mécène, il fera lui aussi de Rome une ville fabuleusement moderne, si vous le voulez, en tout cas une ville telle que la nouvelle morale de l'art, la nouvelle éthique de l'art baroque donc, l'exige en son temps. En fait, Urbain VIII Barberini, je le citais parce que jusqu'à présent, semaine après semaine, je vous ai cité des nomenclatures de papes, donc c'était pour pas que vous vous sentiez défamiliarisés. Mais comme je vous l'ai dit, il faut glisser maintenant de Rome à Paris, parce que c'est en France que nous nous retrouvons aujourd'hui. À Paris, bien sûr, il n'y a pas de pape et un roi. Ce roi, c'est Louis XIII, dont je vous rappelle qu'il est fils de Henri IV et de Marie de Médicis, une façon de revenir un tout petit peu à ce Palazzo Pitti que nous avions vu l'année passée. Louis XIII règne donc sur la France, roi étrange, très souvent mal servi par l'histoire et les historiens, parce qu'on a toujours du mal à admettre qu'un homme a été malheureux quand il est une figure historique. Ça fait mal dans le paysage. Or, je crois que Louis XIII a été un grand roi, mais un roi infiniment malheureux. N'oubliez pas qu'il avait devant lui 3 ennemis jurés, mais qui étaient en plus de ça ses comparses les plus proches. Le premier ennemi, et peut-être le pire, était sa propre épouse, Anne d'Autriche, qui passera son temps, en fait, à contrecarrer la politique de son époux. Deuxième ennemi, c'est son propre frère, le fameux Gaston d'Orléans, qui prétend à la légitimité du trône de France si Louis XIII ne donne pas de dauphin au royaume. Et le troisième ennemi, mais qui est en fait curieusement et de façon ambiguë peut-être, l'ennemi et le collaborateur à la fois, c'est Richelieu, exerce un pouvoir absolu et gouverne non seulement la France, mais l'Europe. Donc Louis XIII, ce personnage secret, ce personnage muet, ce personnage dont le visage ne sciait jamais, est entouré vraiment de trois, on pourrait presque dire meutes, l'une menée par son épouse, Anne d'Autriche, l'autre par son frère, Gaston d'Orléans, et la troisième, la plus puissante, par Richelieu. Sur le plan politique, nous sommes dans une époque d'immense opacité. L'opacité est le mot du siècle. On ne sait jamais comment les choses vont tourner, on ne sait jamais ce que le roi va décider, on ne sait jamais si Richelieu va suivre le roi ou au contraire le contrecarrer. Donc, grande opacité politique et par compensation, immense transparence culturelle et même peut-être plus exactement spirituelle. C'est très curieux de constater que souvent, dans les villes aussi importantes, dans les nerfs aussi importants que l'était Paris à cette époque-là, au moment des pires marasmes politiques, sortent de là des fleurs d'une pureté absolument extraordinaire. Je cite quelques exemples pour que vous vous rendiez compte de cette transparence spirituelle. Nous sommes en pleine époque où Saint-Cyran est devenu en fait confesseur et directeur de conscience de Port-Royal. Le fameux mouvement de Port-Royal s'inaugure en ces années-là. Nous sommes à l'époque où Saint-Vincent de Paul, qui n'est encore que Vincent de Paul, bien entendu, avec Louise de Marillac, fonde les Filles de la Charité, c'est-à-dire une des premiers ordres de don de soi absolu aux déshérités. Et nous sommes à l'époque, enfin, où l'un des plus grands théologiens de l'histoire, Moïse Amirault, publie son ouvrage célèbre sur la prédestination, qui aura un immense impact sur la contre-réforme, la spiritualisation de la contre-réforme, surtout dans le milieu français. Donc, ce que j'essayais simplement de vous montrer par ces quelques notations, c'est qu'on a vraiment comme 2 dimensions qui sont conjuguées dans l'histoire du Paris de ce temps-là. L'opacité qui entoure le palais et par contre la clarté, la luminosité, la transparence même, je dirais, qui entoure les cathédrales et les églises. Eh bien, opacité et transparence, ombre et lumière, c'est exactement le décor de ce clair-obscur dont nous allons parler aujourd'hui. Et quand on voit la peinture de Georges de la Tour qui est faite de nuit et
de jour, si vous le voulez, c'est-à-dire d'ombre et de lumière, on ne peut s'empêcher de penser qu'au fond, c'est à force d'avoir vécu cette opacité transparente qu'il est arrivé pour finir à privilégier cette forme d'art. Ne vous en faites pas, on va motiver et justifier tout cela dans le temps qui suit. Pour que vous ne voyez quand même pas dans l'histoire et dans la culture de ce XVIIe que ce problème opacité-transparence, je voudrais simplement rappeler trois faits qui sont importants. Nous sommes en 1635, en l'année où est fondée l'Académie française. 2. Nous sommes en l'année où Corneille écrit le Cid. 3. Nous sommes en l'année où Descartes rédige le discours de la méthode. Autrement dit, et ces trois derniers événements visaient à cela, de vous montrer que la scène, disons, du monde, l'œil du monde a tourné de l'Italie. Il se porte maintenant vers la France, et c'est en France que l'histoire va se passer, et cela pour au moins un siècle, pour ne pas dire un siècle et demi. Je vais essayer de mettre un peu en scène, si vous le voulez, tout à l'heure, cette notion de ombre et de lumière. Il est évident que ce sera le fait des grands politiciens, je l'ai dit, des grands écrivains, on l'a vu au passage, des grands théologiens, ça a été évoqué, mais aussi, et bien entendu, des grands artistes. Et maintenant, ce problème du jeu et du dialogue de l'ombre et de la lumière, nous allons l'approcher dans la peinture, principalement, pour arriver à Georges de la Tour, mais naturellement en partant de celui qui a créé le langage ombre et lumière, celui qui le premier a fait dialoguer en fait la nuit avec le jour. Celui-là, c'est bien entendu Caravage. Alors ça, c'est toujours des moments infiniment émouvants parce que il n'y a pas de cycle sans Caravage. C'est mon Dieu à moi, comme vous savez peut-être, ou comme vous ne savez pas, puis de toute façon c'est pas bien grave, je sais. Mais enfin, vous allez voir, et nous allons parler d'un des plus grands peintres de tous les temps, je crois. J'aimerais vous rappeler simplement, je n'entrerai pas dans des biographies, nous n'avons guère le temps ce soir, j'aimerais vous rappeler tout de même que de son vrai nom, il s'appelle Michelangelo Merisi, et qu'il est simplement né à Caravaggio. Donc, il s'est appelé à Rome Michelangelo Merisi da Caravaggio, de Caravage. Et on a oublié tout le reste pour ne garder que Caravaggio, et pour finir par l'appeler Caravage. Caravage a vécu de 1573 à 1610, ce qui fait qu'avec votre sens du calcul, vous voyez que, comme Mozart, comme Schubert et comme tous les gens bien, il est mort avant 40 ans. On a déjà raté une coche, mais enfin bon, il n'a vécu en fait que 37 ans. 37 ans au cours desquels il a accumulé en fait un catalogue d'œuvres comptant 120 numéros. Ce qui est énorme, parce qu'il n'a naturellement pas commencé à peindre au berceau, vous pensez bien. Donc 120 numéros dans les, 20 ans, je dirais, de métiers possibles, c'est énorme. Pour parler très rapidement de la biographie, ou plutôt de la personnalité de Caravage, je rappelle qu'il est né en 1573 à Caravaggio, je l'ai dit tout à l'heure, un 23 septembre pour les astrologues, si jamais. Il a appris la peinture chez un très mauvais peintre, comme il se doit, qui s'appelait Peterzano, à Milan, et cela dès 1584. Il avait donc 11 ans, comme tout le monde, broyer, préparer, mélanger, poser, nettoyer, balayer, enfin vous connaissez ça depuis le nombre de semaines que nous avons parlé de ces commis d'atelier. Il a quand même appris, disons, le métier de la peinture, assez en tout cas pour quitter Milan et Peterzano et aller tenter sa chance à Rome. On le trouve à Rome dès 1592, engagé par un peintre assez curieux. Il s'appelle Giuseppe Cesari. C'était un homme extraordinairement élégant. Au 19e, on aurait appelé ça un dandy. Il ne peignait jamais qu'en grand habit, mal d'ailleurs, disons bien, pas l'habit, la peinture. Et on ne le connaît que sur son surnom. Il s'appelait le Cavalier d'Arpin. Le Cavalier d'Arpin a été le premier patron romain de Caravage, d'ailleurs poussant le jeune homme dans l'ombre en lui faisant faire que des feuillages et des fruits autour de vierges plus sirupeuses qu'il est véritablement permis. Par derrière, quand il a le temps, le jeune Caravage peint, il peint ce qu'on lui dit de peindre,
vite, parce qu'il faut bien manger. Autrement dit, l'iconographie des premiers tableaux est une iconographie extrêmement légère, je dirais inconsistante, dans le goût des prélats romains de cette époque-là. C'est censé décorer des corridors, c'est censé décorer des escaliers, par conséquent, naturellement pas de grands thèmes religieux, mais des choses un peu gentillettes, je dirais, admirables pour certaines, vous aurez l'occasion de le voir. Et cette production, des petits concerts, des petits jeunes gens, des petits machins, cette production durera jusqu'au jour où un de ces princes de l'Église tombera sur une de ses œuvres et dira « Je veux connaître ce peintre, je veux savoir qui il est ». Le prince de l'Église, c'est le cardinal Del Monte, grand homme de goût en ce temps. On lui présente un Caravage un peu échevelé, pas très propre d'ailleurs, il faut dire. Bon. Del Monte ne s'en offusque pas, le fait monter dans sa voiture et lui dit « Désormais, tu habiteras chez moi, je te loge, je te nourris et je te paye ». C'était la chance de la vie de Caravage de commencer à s'installer chez un des plus grands princes de l'Église. Mais hélas, parce qu'il y a toujours un hélas aux trop belles histoires, la nature de Caravage est une nature passionnée, c'est une nature extrémiste, c'est une nature sans cesse agitée. Et en fait, la boisson d'une part, les femmes d'autre part, les petits garçons de troisième part, les blasphèmes de quatrième part, les bagarres dans les bistrots de cinquième part, et pour finir, un meurtre, l'amèneront à ne plus pouvoir bénéficier de la protection de Del Monte et à devoir fuir. Il quittera Rome avec la police à ses trousses et commencera la dernière période, une période d'exil qui l'amènera à Naples, on le retrouve à Naples. À Malte, on le retrouve à Malte. En Sicile, on le retrouve là aussi, de Palerme à Syracuse et à Messine. Toujours la police, toujours les sbires du pape, bien entendu. Et enfin, on lui accorde une grâce. Enfin, on veut bien laver son dossier. Enfin, on veut bien l'inviter à rentrer. Alors, il prend un bateau. Alors, il se retrouve près des rivages de l'Italie, à Porto Ercole, pour être tout à fait exact. Et là, comme bien entendu, une nouvelle catastrophe. Il se prend de bec avec le capitaine de son bateau. Il est poignardé 13 fois et il mourra sur la plage à l'âge de 37 ans sans avoir jamais pu bénéficier de la grâce pontificale. Autrement dit, une véritable histoire, une véritable épopée, dirais-je, pour un peintre qui est, à côté de tout cela, l'un des plus sacrés peut-être que l'on ait jamais vu. Alors, on va voir quelques œuvres. Ceci, naturellement, ça n'est surtout pas Caravage. C'est Leandro Bassano. Je vous montre ce tableau-là parce que voilà ce qu'on appréciait comme peinture quand Caravage est arrivé à Rome. Voilà l'exemple type de la peinture contre-réforme. Voilà l'exemple type de ce que l'on apprécie à l'époque, c'est-à-dire une puissance michelangélesque dans le corps du Christ, une douceur raphaélienne dans le sourire de l'ange et une habileté de composition Léonard de Vinci dans l'ensemble de l'œuvre, c'est-à-dire vraiment du maniérisme encore affadi si c'est possible, c'est-à-dire de la formule appliquée, réappliquée et réappliquée comme bien souvent. Leandro Bassano Était le peintre le plus en vogue de Rome à cette époque-là. Donc je vous demande de bien regarder ce tableau aujourd'hui au musée de Cleveland pour vous rendre compte, dès que ça fera clic, de l'incroyable mutation que Caravage exige de son public. Alors, en fait de mutation, ce que vous avez maintenant devant vous, le premier Caravage, je vous dis tout de suite, c'est un tableau du tout début. C'est justement l'époque des tableaux entre guillemets faciles. La mode est à ces tableaux représentant des concerts, des instrumentistes, des chanteurs, des mendiants, toute une espèce d'iconographie à la fois un peu paupériste, gentillette, mais surtout ambiguë, dans laquelle les prélats trouvent des extases indicibles. Alors voilà un de ces tableaux qui a été peint pour un cardinal de la famille Colonna. Le tableau se trouve aujourd'hui au Met de New York. C'est donc un concert, comme vous pouvez voir, avec ici d'ailleurs une partition inscrite. De la même époque, mais un tout petit peu plus tard, et déjà me semble-t-il infiniment mieux, un tableau que je voulais vous montrer parce qu'il a une grande incidence sur notre sujet de ce soir, c'est ce que vous avez vu déjà traité tout à l'heure par Georges de la Tour. Autrement dit, Caravage est l'un de ceux qui a lancé la mode de ces scènes de rue, de ces scènes de coin de rue, de ces scènes d'un pittoresque, encore une fois, un peu misérabiliste. C'est une diseuse de bonne aventure que vous avez là, mais j'ose dire encore en mouture primitive, puisque la diseuse lit l'avenir du jeune homme, et c'est tout.
Néanmoins, il s'agit déjà d'une forme de moralité, puisque dans le jeune homme, il faut reconnaître l'image du fils prodigue, égaré de sa famille, c'est-à-dire du fidèle égaré de son Église. Bien entendu, il faut toujours voir ça métaphoriquement. Il n'y a pas encore grand clair-obscur dans ces deux œuvres-là, pourtant déjà un intérêt extraordinaire, je trouve, pour l'utilisation de la lumière. Par je ne sais quelle source étrange, surgit donc ce rayon solaire et ces quelques ombres qui lient les deux personnages l'un à l'autre et par là même balayent le tableau de ces splendides diagonales. En plus de ça, c'est divinement peint. Il me suffit d'en voir le détail. La main de la jeune bohémienne, la main du fils prodigue ici. Intéressant aussi parce que c'est encore, si j'ose dire, des mains du début. C'est encore des mains jolies, c'est encore presque des mains un peu maniéristes. Et vous allez voir à quelle sorte de main plus tard Caravage traitera son pinceau. Le dernier tableau de cette série alimentaire est un chef-d'œuvre absolu. C'est cette fameuse nature morte conservée aujourd'hui à l'Ambrosiana de Milan, qui n'a donc d'autre sujet que de montrer l'habileté du peintre, une corbeille posée sur le plat, vous le voyez, du tableau, sans décor, sans table, sans rien. Elle tient simplement parce qu'elle est au bord de la toile, et à l'intérieur, un foisonnement presque hollandais de fruits, mais représenté avec une espèce d'honnêteté glacée, je dirais, qui leur donne vraiment une aura très particulière. C'est sur un tableau comme celui-ci que notre Del Monte, vraisemblablement, s'est enthousiasmé. Il entre donc, je l'ai dit, au service du cardinal Del Monte, et dès lors, il se sent le droit d'aborder les grands thèmes sacrés qu'il rêve de traiter. Jusqu'alors, il ne pouvait pas les vendre. Il n'était pas assez connu pour arriver à vendre des madeleines, des repos pendant la fuite en Égypte, des grands tableaux, des dépositions, que sais-je encore. Tandis que maintenant qu'il a un patron, alors il peut se lancer dans la grande iconographie. Et il livre cette admirable madeleine repentante qui est aujourd'hui conservée à la Doria Pamphili de Rome. Alors, le tableau est absolument hallucinant. Ce sera d'ailleurs aussi un des sujets constants de la culture du XVIIe siècle. N'oubliez pas que Madeleine est comme l'Église apostolique, catholique et romaine. Elle s'est parée d'or pour mieux ensuite rejeter ses oripeaux et découvrir dans l'humilité de la nudité la véritable introspection. C'est exactement ce qu'a prétendu faire l'Église catholique romaine au moment de la contre-réforme. L'Église est une Madeleine, les Madeleines sont donc à la mode. Voici celle de Caravage, vous verrez en fin de conférence, celle au pluriel, car il y en a 3, de Georges de la Tour. Une Madeleine encore en vêtements mondains qui vient de rejeter ses bijoux, perles, boucles d'oreilles, colliers, sautoirs, et qui en fait semble se refermer sur elle-même dans cette espèce de formidable forme ovoïde ici, dans une méditation infiniment profonde, juste animée de nouveau par cet étrange traitement de la lumière en haut. Un détail de ce tableau, parce que c'est tellement admirable, voilà la chaîne d'or, le rang de perles, une boucle d'oreille, qui très curieusement réapparaît dans à peu près toutes les œuvres de Caravage, comme une sorte de constance, et on dirait presque de signature occulte. Ensuite, après donc la période Del Monte, la période où se font les premières œuvres sacrées, on pourrait appeler maintenant, vous avez devant vous plutôt, une œuvre de la grande maturité. C'est-à-dire que Caravage commence à être connu, comme on dirait en pays vaud, on aime ou on n'aime pas, je veux dire par là il a des détracteurs absolument acharnés qui détestent sa peinture, mais d'autres au contraire qui l'apprécient, et il reçoit commande. C'est ainsi que, par exemple, pour l'une des églises de Rome que l'on vient de restaurer, il reçoit la commande du tableau de Maître Autel. C'est une déposition. Et cette déposition me paraît être une étoile de la grande maturité parmi les plus belles. Elle est aujourd'hui conservée à la Pinacothèque Vaticane de Rome. Alors regardez, bien entendu, c'est simplement le Christ descendu au tombeau, mais ce qui est extraordinaire dans ce tableau-là, c'est que Caravage nous situe, nous, spectateurs, au fond du tombeau, si vous remarquez. C'est-à-dire nous voyons tout en contre-haut, comme si nous étions dans ces limbes là en bas, et que la scène, en fait, se passait pour nous, comme si nous allions, en fait, recevoir le corps même du Christ. Et pour que le mouvement de la descente au tombeau soit ainsi marqué, regardez que Caravage utilise toute une série de diagonales, de plus en plus penchées, pour, en fait, accompagner ainsi, et avec une espèce de tendresse extraordinaire, le corps même de ce Christ. Quelques détails, parce qu'il compte parmi les plus grands que Caravage ait jamais peint. La fameuse Madeleine,
avec ce geste qui est le geste de la révolte, en fait, en haut à droite, vous l'aurez remarqué sans doute, puis ensuite le comparse qui tient en fait les jambes du Christ avec ce très curieux type populiste, si nouveau dans la peinture de l'époque et si choquant pour les Romains du temps. Repensez au tableau Leandro Bassano. de tout à l'heure, où le Christ vraiment sort d'un boudoir, quant à l'ange, on n'en parle même pas, tout était formidablement socialement aseptisé, si j'ose dire, dans la peinture contre-réforme. Alors que Caravage, lui, va chercher ses modèles dans la réalité du quotidien, et Dieu sait si les Romains se scandaliseront de reconnaître en Notre-Dame de Lorette une des plus vertigineuses, si je dis courtisanes, c'est trop chic, du quartier du Trastevere. Ça fera un scandale fou, preuve donc que les princes de l'Église connaissaient aussi ces dames, mais enfin. Voilà donc ce type populiste. On a des rides, on a de la sueur, on a une barbe mal peignée, on a des vêtements déchirés, on a des grosses mains calleuses, mais par contre, Dieu que cette peinture est vraie. Elle devient même vraie jusqu'à cette main du Christ marquée par les stigmates et déjà comme raidie par la mort, un des plus beaux détails, je trouve, de cette déposition. Donc, il y a d'une part le naturalisme, le vérisme, comme on l'a dit jusqu'ici, mais en même temps, j'espère que vous l'avez remarqué, une formidable honnêteté de composition, une formidable rigueur de composition, ce qui fait que ça ne tombe jamais dans l'anecdote à faire pleurer Margot, ça demeure une formidable leçon de peinture, et chaque œuvre de Caravage est ainsi une leçon de peinture. Caravage, au cours de sa carrière, aura des sujets fétiches, aura des thèmes fétiches, je dirais, des thèmes qu'il reprendra ainsi d'année en année. Et pour vous brosser un petit peu cette carrière, à peu près de la même époque que la mise au tombeau que vous venez de voir, voilà ce David et Goliath, aujourd'hui, et la tête de Goliath, aujourd'hui conservé au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Un tableau dans lequel, alors là, la notion de clair-obscur est tellement explicite que, vous permettez, je n'explique même pas, tout est en blanc et noir, d'une lumière extraordinairement tranché, mais de nouveau avec une composition formidablement architecturée ici, qui mène en fait l'œil du spectateur du visage juvénile et vivant de David à ce visage beaucoup plus mûr et mort de Goliath. Et il faut dire que les deux visages, appréhendés un peu de la même façon par la lumière, forment un dialogue qui est absolument étourdissant. On va voir le détail de la tête de Goliath, presque insoutenable, mais intéressant en ceci que la critique y reconnaît un autoportrait de Caravage. Ceci date donc à peu près de la même époque que la déposition. Et à la veille de quitter Rome, donc quelques années plus tard seulement, Caravage reprend le sujet, et j'aimerais que vous remarquiez à quel point ça s'est encore épuré, ça s'est encore simplifié, à quel point c'est devenu encore plus hiéroglyphique, je dirais. Un David qui n'a plus des séductions de l'œuvre précédente, mais une espèce au contraire comme de tristesse méditative assez étonnante. Plus de décor, plus rien, une nuit immense qui entoure le personnage, et un dialogue alors encore plus curieux entre la juvénilité du vivant et la maturité marquée, je dirais, de celui qui est mort ici. En plus, vous remarquerez, si l'on ose dire, que Caravage a fait des progrès en peinture, ne serait-ce que ce drapé en blanc et gris est l'un des plus beaux qu'il ait jamais peint. Mais surtout, j'espère que j'ai pu vous montrer à quel point cette œuvre, au fond, suit, si l'on veut, mais en même temps perfectionne, parce qu'elle va plus loin, l'exemplaire précédent. Elle a encore un détail, de nouveau cette tête de Goliath, parce que de nouveau, on y reconnaît cet autoportrait de Caravage. Même, tant qu'à faire, disons pourquoi, une étude extrêmement savante a été publiée par un monsieur qui s'appelle Hubert Voss, disant que Caravage avait deux dents de devant qui se chevauchaient. Voilà. Et dans toutes les têtes de Goliath, il y a les dents qui se chevauchent. C'est QFD, c'est donc Caravage. Bon, je veux bien, je trouve que ça n'enlève, et au fond n'ajoute rien à l'œuvre, sinon de montrer ce que peut être l'orgueil du peintre, si vous voulez, qui, comme Goliath, risque de la pierre d'un adolescent de chuter du haut de son Parnasse. De nouveau, donc, ce serait comme une forme de moralité.
Je vous ai dit qu'à ce fait de son art qui est le sien, Caravage ne peut pas s'empêcher de se si mal conduire qu'on le chasse de Rome. J'ai évoqué tout à l'heure, souvenez-vous, les étapes principales, Naples, La Valette, Palerme, Syracuse et Messine. De toute cette grande époque, je voulais vous montrer un tableau de la fuite donc. Quand il a peint cela, notre Caravage était un peu en paix, il était sur une île, c'est Malte, il était sous la protection des chevaliers qui étaient devenus ses patrons, et pour la cathédrale de La Valette, il peindra cette décollation de Saint Jean-Baptiste, qui est certainement une des versions les plus formidables que l'on ait jamais peintes. Un thème extrêmement usé par la peinture, Salomé, Saint Jean-Baptiste, le dialogue de la jeune fille et de la tête coupée, ça a séduit les peintres depuis les premiers peintres primitifs de l'époque romane jusqu'à un Cranach en pleine période maniériste, vous le savez bien. Mais je crois que jamais on a traité le sujet de façon à la fois aussi souveraine et banale. Une immense prison dans laquelle il ne règne que l'obscurité de murs aveugles, à peine percée d'une fenêtre où deux prisonniers sont en train d'assister à la scène, et de nouveau ce fameux rayon qui, comme miraculeusement, illumine la scène, deux personnages penchés, le bourreau et Salomé. En fait, c'est les deux bourreaux, pourrait-on dire. L'intention de tuer Salomé, le geste qui tue le bourreau. Et vous remarquerez de nouveau que leurs bras sont traités de façon parallèle. De nouveau, ce dialogue entre les deux personnages. Cependant que, très curieusement, en habit du temps, c'est-à-dire en habit de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, un homme et une femme, hébétés d'horreur, assistent à la scène. Saint Jean-Baptiste est en train de perdre sa tête, le sang commence à couler. Mais ce qui est extraordinaire, c'est encore une fois l'aspect presque chorégraphique, je dirais, de cette similitude des deux gestes dans les deux personnages de Salomé et du bourreau. Je vous disais qu'avec Caravage, nous avions affaire sans doute aucun à l'un des plus grands réformateurs de la peinture. Je vous rappelle qu'il est parti d'une Rome où triomphait Leandro Bassano. Et ses anges en petit beurre, et qu'il a réussi à imposer, ça a été dur, mais il a réussi à imposer ce qui est beaucoup plus que du vérisme, ce qui est en fait une forme d'attitude complètement nouvelle à l'égard de l'histoire sainte. Oser la traiter non pas en la poudrant, mais telle qu'elle est, même si elle doit sentir la sueur. Eh bien, ce retour vers l'authenticité du geste quotidien a été salué d'abord comme un beau scandale et admis très difficilement, très péniblement un peu plus tard. Mais tout de même, il faut que vous sachiez, Caravage n'a pas eu d'élèves, il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu de disciples, il n'en a pas eu l'occasion. Malgré tout, à peine était-il mort que toute une série de jeunes artistes se sont absolument enfilés dans son sillon. Je veux dire qu'ils ont continué leur carrière entière, cette peinture du clair-obscur, cette peinture du vérisme, cette peinture formidablement architecturée à chaque fois. Et pour ne citer que quelques-uns des plus célèbres de l'école italienne du caravagisme, je citerai, et vous reconnaîtrez des noms au passage, j'en suis sûr, Guido Reni, Giovanni Baglione, Orazio Bergioni, Carlo Saraceni, un des plus célèbres, Orazio Gentileschi, Artemisia Gentileschi. Ce que je voulais dire en vous donnant cette très brève nomenclature, c'est simplement ceci, que ce n'est pas parce que Caravage meurt un beau jour de 1610 et dans des conditions abominables que le caravagisme est tué. Les jeunes peintres connaissaient sa peinture, les jeunes peintres avaient été convertis à son regard, certains d'entre eux tout au moins bien entendu, les jeunes peintres voulaient faire perdurer ce message et toute une école de caravagesque, littéralement, s'est ainsi répandue. D'abord en Italie, ce que nous venons de voir, puis ensuite hors de l'Italie, je peux dire que ce peintre mort à 37 ans est peut-être l'un des peintres de toute l'histoire de l'art mondial qui aura le rayonnement le plus formidable qui soit. Car toute l'Europe va devenir caravagesque. Toute l'Europe va chercher dans le jeu de la lumière et des ténèbres, du connu et de l'inconnu, du divin et du diabolique, si vous voulez l'appeler tel, en fait, les ressources d'un art nouveau. Donc maintenant que nous avons vu Caravage et les caravagesques en Italie, je vous propose de prospecter trois autres voies. Une voie au sud, une voie au nord et une voie au milieu, ce qui nous permettra de faire connaissance de trois grands peintres qui, en fait, ont fait perdurer cette tradition. Georges de la Tour est l'un des trois, soit dit tout de suite. Première des voies, la voie du sud. Qu'est-ce qu'il y a au sud? On peut dire l'Italie, il y a l'Espagne.
Les peintres espagnols, les jeunes peintres espagnols, comme tous les peintres de toute l'Europe en ces temps-là, se devaient, en fin d'études, de venir faire le pèlerinage à Rome pour voir Raphaël, Michel-Ange et Vinci, bien entendu, et puis pour se tenir un peu au courant des modes. Et beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols sont donc venus en ces années à Rome. Certains en sont repartis caravagesques. C'est le cas de certains, petite liste de nouveau, connus, d'autres moins. Giuseppe de Ribera, vous connaissez, Ribera est certainement l'un des peintres espagnols les plus farouchement caravagesques et tout au long de sa vie qui soit. Alonso Rodriguez, moins connu, mais un très très grand peintre de son temps. Diego Velázquez, Diego Velázquez, dans sa jeunesse, a été complètement bouleversé par le message de Caravage et a exécuté des œuvres dans l'esprit caravagesque que j'espère une fois avoir l'occasion de vous montrer. Et le plus génial de toute cette série-là, c'est Francisco de Zurbarán. Zurbarán est donc le quatrième nom que je cite et celui auquel nous allons nous arrêter. Là de nouveau une très rapide fiche technique si vous permettez. Zurbarán est né à Fuente de Cantos en 1598, il mourra à Madrid en 1664. C'est un des caravagesques les plus avancés, si j'ose dire, de son siècle. Il travaillera principalement à Llerena, tout près de son hameau de naissance, à Séville et à la fin seulement à Madrid. L'essentiel de ces commanditaires seront les grands ordres religieux et les grands monastères des ordres religieux tout puissants en Espagne de ce temps-là. Par exemple, San Pablo de Real à Séville, qui est un grand monastère dominicain, le monastère des franciscains du même Séville, le collège des jésuites du même Séville encore, et surtout le couvent de Guadalupe, tout près de Estremadura. Pour ces quatre, et pour beaucoup d'autres encore, Zurbarán exécutera de grands décors qui, par des toiles tout en clair-obscur, toutes marquées par l'esprit de Caravage, vont en fait pénétrer ce fameux message de Caravage un peu plus en avant en Espagne. Je voulais commencer par vous montrer un de ces Zurbarán du premier ton, si l'on peut dire, très peu de temps après son retour d'Italie. C'est donc tout simplement une adoration des bergers, mais j'aimerais que vous remarquiez à quel point dans le traitement des visages principalement, surtout le visage de la Vierge, mi-partie de lumière et d'ombre, on retrouve plus timidement peut-être, c'est vrai, les ressources du caravagisme. À ceci près que Zurbarán est un fondamental coloriste et qu'il a beaucoup de peine en fait à céder la séduction de la couleur à l'ombre. Autrement dit, ce noir tellement magique qui remplit les compositions de Caravage est ici exorcisé par ces roses, ces rouges, ces jaunes, ces pourpres, ces blancs même parfois. Pour ceux qui pourraient bien connaître l'œuvre de Zurbarán, je signale qu'un jour, il a peint cet agneau aux pattes liées tout seul à titre d'étude. C'est un des plus beaux tableaux que l'on puisse voir au Prado de Madrid. Un peu plus tard, Zurbarán, au fond, méditant sur le caravagisme, se rend compte que des scènes avec trop de personnages, des scènes avec donc trop de costumes et donc trop de couleurs ne correspondent pas à l'esprit de ce qu'il veut rendre, et surtout à l'esprit de la société de son temps, qui est un esprit de très grande austérité et de très grande quête. Donc il limite de plus en plus les acteurs d'une même scène à 3, puis même à 2, et nous verrons tout à l'heure, pour finir à un personnage seulement. Et là, on a un tableau qui est très étonnant, ça s'appelle La Maison de Nazareth. Alors, en fait, c'est une anecdote à faire pleurer une daigne espagnole, disons bien. La Vierge est en train de faire de la tapisserie ou de rabauder des draps, je sais pas quoi. Ah bon? Dans un coin, le jeune Jésus s'amuse à, vous voyez, tresser comme ça des ronces, puis c'est piquer le doigt et ça saigne. Et naturellement, la Vierge a la préfiguration de ce qui sera le martyr de son fils. Et donc, la Vierge a ce visage d'intense douleur que vous lui voyez ici. Donc, une espèce de vision prophétique du destin du Christ. Alors, je répète que l'anecdote en elle-même est assez typique de cette mystique espagnole. Je dirais que c'est presque secondaire dans l'œuvre, mais par contre, alors la composition est absolument formidable. Vous retrouvez exactement les qualités qui ont fait le génie de Caravage tout à l'heure, la lumière qui vient d'en haut à gauche, et qui en fait non seulement illumine toute cette scène, mais donne l'orientation de toutes les lignes de composition. La table, l'autre côté de la table, les genoux du Christ,
le bras de la Vierge, et donc en fait tout met en valeur celle qui est au fond l'héroïne fondamentale de la scène, la Vierge, dans cette espèce de voyance qui est la sienne. Puis j'aimerais que vous ayez remarqué au passage à quel point c'est sublime de peinture, la beauté de la nature morte aux livres et aux fruits sur la table, la beauté de cette corbeille avec du linge, et même allons jusqu'à la beauté des tourterelles qui sont là, en font une des très très grandes œuvres. Sans doute aucun Zurbarán eût pu être un des plus grands peintres de nature morte d'Espagne qui soit. Et je vous ai dit que, ayant restreint les scènes d'innombrables personnages à 2 personnages, on arrivera à ne plus peindre que des scènes à 1 personnage, et ce sera cette formidable série des saintes tellement énigmatiques, c'est-à-dire de grandes saintes, des saintes du Panthéon, bien connues, pas des petites saintes de province, les grandes, mais traitées avec une espèce de mondanité extraordinaire par leur vêture. Les couleurs, les étoffes choisies sont complètement hallucinantes, et pourtant l'impavidité monolithique des modèles, ces regards qui sont dardés sur nous, font qu'elles ne sont jamais des figures mondaines, mais véritablement comme des icônes, mais d'un christianisme peut-être plus, comment dire ça, plus barbare qu'on avait coutume jusqu'alors de l'admettre. C'est déjà le cas avec cette très très belle représentation de Sainte Marguerite d'Antioche, avec son dragon ici, avec cette étonnante représentation du sac brodé, sac des provinces du nord de l'Espagne. C'est encore plus le cas avec cette deuxième, voilà, Sainte Élisabeth de Portugal, encore plus extraordinaire, parce qu'avec une vêture encore plus étourdissante, qui n'est pas simplement la vêture des dames de qualité du XVIIe. Zurbarán a inventé, au fond, une sorte de mode, à la fois très profane et très iconique, pour mettre en valeur la sacralité même de ces personnages, avec des audaces de couleurs, mais à renverser même Monsieur Rivier. Regardez ce rouge, regardez cet autre rouge de la surjupe, et ce troisième rouge moiré de rose, en fait, de cette espèce d'immense mantelet qui est derrière elle. 3 rouges à la fois, si j'ose dire, il faut oser. Et du même coup, l'œuvre a une forme de respiration épique, étourdissante. C'est si beau que j'en ai amené une 3e. Celle-là est absolument extraordinaire parce qu'elle est même pas belle, si vous remarquez. Enfin, elle a un petit côté comme ça, un peu ingrat, un peu fragile, un peu sulfureux, dirais-je, mais absolument étonnante. C'est la fameuse Santa Casilda qui était jusqu'à hier à Lugano et qui est en train de partir pour Madrid. Autrement dit, c'est celle de la collection Thyssen, où là, de nouveau, dans le rouge et le gris, en fait, Zurbarán recrée une espèce de symphonie à la fois stridente et somptueuse de couleurs, qui est vraiment étourdissante. De cette série de saintes, Zurbarán arrivera à une série de saints aussi, parmi lesquels une œuvre qui me paraît bouleversante, c'est ce que vous avez devant vous, c'est ce Saint Sérapion, peint en fait pour les dominicains de la Guadeloupe. Alors, je vous rappelle que Sérapion a été arrêté par des pirates, c'est un peu de la légende dorée, mais enfin, il a été arrêté par des pirates, attaché entre 2 arbres et battu à mort. Et comme il hurlait encore sa foi en le Christ, on a fini par, à coups de bâton, lui casser le cou. Et au fond, Zurbarán peint, après le martyre, le corps abandonné de Sérapion. Donc du coup, le martyre devient encore plus insoutenable, parce qu'on a encore toute la douleur, toute la stridence, tous les hurlements de celui qui est mort, mais le silence s'est complètement rétabli. Regardez l'angle impossible de la tête pour montrer que le cou a été rompu. Regardez surtout l'immensité superbe de l'habit blanc, qui devient comme une sorte de suaire angélique autour du personnage qu'on sent littéralement prêt à s'éveiller. Alors, uniquement donc dans cette espèce de symphonie en blanc et noir, Zurbarán crée une des icônes de l'épopée des martyrs les plus frappantes qui soient. Le visage à lui seul avec ses tuméfactions, sans une goutte de sang, je vous le fais remarquer, parce que alors, Dieu sait si, au XVIIe siècle surtout, avec le goût que l'on a eu pour les grands beaux martyrs, ceux qui font du bruit, si j'ose dire, qu'est-ce qu'on en a répandu de l'hémoglobine en peinture? Et Zurbarán, jamais, pour ainsi dire, jamais. Tout se passe au fond après. Tout se passe dans cette espèce de moment où on n'est plus dans la réalité, je dirais, brute du geste des bourreaux, mais pas encore, bien entendu, dans la rédemption qui doit suivre. On est juste à cette espèce de moment d'ambiguïté que le tableau ici rend admirablement. Et pour en finir avec Zurbarán, puisque j'essayais de vous montrer à quel point toute cette peinture s'allège jusqu'à devenir complètement transparente,
il en arrivera à ne même plus peindre une présence humaine, mais seulement le souvenir d'une présence humaine. Ce qui est le cas d'un des tableaux les plus insolites qu'il ait jamais peint, c'est ce voile de Véronique, avec bien sûr l'empreinte de la sueur et du sang du Christ, vous connaissez le mythe. Tableau absolument étonnant qui aura d'ailleurs, dans les milieux spiritualistes du Séville de cette époque-là, un immense retentissement. On en connaît 37 copies. Mais vous avez ici, bien sûr, la mouture originale, aujourd'hui conservée à Stockholm, à la Galerie nationale de Stockholm. Alors j'espère avoir pu vous montrer combien avec Zurbaran nous avons affaire à un grand coloriste, un grand peintre de la réalité, un grand peintre qui a envie, si j'ose dire, de peindre les paysans, et puis qui lentement, sur l'exemple de la rigueur caravagesque, limite les personnages, les amène à n'être plus qu'un seul, et les amène même à disparaître pour devenir l'ectoplasme de ce visage christique sur le voile de Véronique. Naturellement, il faudrait finir ces quelques mots sur Zurbaran là-dessus, mais je peux pas, parce qu'il y en a au moins un que je peux pas vous pas montrer, parce que pour moi, c'est, pour vous aussi à vous entendre, c'est l'un des 10 plus beaux tableaux du monde. C'est donc un Bodegón, nature morte, trinitaire, mais comme une évidence christique, pourrait-on dire, citron, ou plus exactement cédra, orange et tasse de café, avec cette œillet qui se reflète dans l'étain de la sous-tasse, de façon vraiment merveilleuse. Et on ne peut pas s'empêcher de penser, vous êtes d'accord, à la nature morte de l'Ambrosiana. C'est à peu près la même implacabilité de mise en scène que chez Caravage. Donc, au moins que je vous ai montré que dans cette voie du Sud, la leçon de Caravage a marqué au fond jusqu'à Zurbaran de façon extrêmement intense. Après la voie du Sud, je vous propose maintenant la voie du Nord. La voie du Nord, c'est bien entendu les provinces du Nord, à savoir les Flandres et la Hollande. Et là aussi, toute une série d'artistes qui sont venus à Rome pour voir comment il fallait apprendre à peindre, toute une série d'artistes en sont repartis pour perdurer, prolonger, vivifier le langage de Caravage. Il y en a beaucoup, au moins Verbruggen et Hontorst, qui sont quand même des peintres qui appartiennent plus qu'à l'histoire factuelle de l'art en Hollande, à l'histoire de l'art en général. Mais le plus grand, et celui sur lequel je vais m'arrêter un moment, s'appelle Rembrandt Arneson van Rijn. Autrement dit, c'est Rembrandt. Et vous serez peut-être surpris, mais Rembrandt a été certainement le plus caravagesque des caravagesques que l'on puisse imaginer dans ces provinces du Nord. Il est né à Leyde en 1606, il mourra à Amsterdam en 1669. Il a fait d'abord des études d'humanité assez curieuses pour un fils de meunier. Il a fait une école dite supérieure et même un peu d'université. Très curieux à cette époque-là, je dis bien, pour un fils de meunier, même qu'au sud, mais c'est vrai assez curieux comme préparation. Ensuite, il s'est décidé pour la peinture et a travaillé avec un dénommé Van Swanenburg qui n'a pas laissé grande trace dans l'histoire de l'art. Et ayant bien appris son métier, il a ouvert son atelier à Leyde en 1625. Quand Leyde ne lui suffira plus, il se rendra à Amsterdam où il arrive en 1631. Et là, dans cet Amsterdam très éprise d'art, dans cet Amsterdam où il y a une émulation artistique, musicale, picturale, architecturale, etc., intense, il trouvera une clientèle qui très rapidement s'engouera de son œuvre. Ce sera les grandes années de succès, 1631 à 1651. Excusez-moi, en effet, je n'arrive pas à voir les années de succès emblématisées uniquement par le bonheur conjugal que doit apporter Saskia, puis ensuite la faillite uniquement parce qu'il a épousé sa femme de ménage, Hendrik Estefels. À savoir que faire de deux femmes, le ballon d'un génie aussi fabuleux que Rembrandt paraît quand même un petit peu léger. Je dirais donc que de 1631 à 1651, accessoirement avec la fameuse Saskia, il connaît des années formidables de prospérité. On aime sa peinture, on achète sa peinture, on s'intéresse à sa peinture, on vient le voir peindre, on lui cède des peintures des autres, car il est un collectionneur absolument fébrile, de tout d'ailleurs, même d'antiques et même de monnaie et même de miniatures persanes, c'est vous dire. Et puis tout d'un coup, à partir de 1651, un complet revirement. Certainement la mort de Saskia, certainement la mort de ses enfants, mais aussi, je dirais,
une mode qui change et qui donc le marginalise, l'amène à s'enfermer de plus en plus chez lui-même, en lui-même, sur lui-même, et accessoirement avec cette brave Hendrickesteufels, autrement dit, cette aide de ménage épousée sur le tard. Seulement, ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette période d'oubli, parce que plus personne n'ira voir Rembrandt, plus personne ne s'intéressera à Rembrandt, il signera quelques-uns de ses plus formidables chefs-d'œuvre, et on ne le saura qu'après sa mort. Pensez qu'un des plus beaux tableaux de l'histoire de l'art, La fiancée juive, date d'une époque où Rembrandt ne montrait plus rien à personne, me paraît aussi bouleversant que le récit de la mort de Caravage tout à l'heure. Alors donc, troisième, je dirais, grande figure de ce soir, maintenant vous montrer quelques Rembrandt pour que vous voyez à quel point il est caravagesque. Alors, voilà un premier tableau, alors vraiment, il n'y a même pas besoin de dire, si j'ose dire, votre œil est assez fait ce soir au clair-obscur pour voir dans ce sacrifice d'Abraham le jeu du noir et du blanc, le jeu de l'ombre et le jeu de la lumière, le jeu du bourreau et le jeu de la victime, représenté ici selon un scénario pictural qui est absolument inspiré par les méthodes de Caravage. Et de même d'ailleurs, toujours cette fameuse grande déflagration en diagonale suivant le geste de l'ange et en l'occurrence arrêtant donc le couteau du sacrificateur. Jamais on ne pourra limiter le génie de Rembrandt à la seule observation du noir et du blanc. On pourrait le faire peut-être avec Zurbaran, on pourrait peut-être même le faire à propos de Georges de la Tour que nous verrons tout à l'heure, mais Rembrandt naturellement va toujours plus loin par cette touche fondamentalement magique, fondamentalement vibrante, fondamentalement vivante, donc, qui est la sienne. Et je voulais vous montrer un tableau là, dont, en fait, toute la mise en scène est très caravagesque. Pas de fond, mais une espèce d'espace fermé et ténébreux. Et dans cet espace-là, le blanc de ce plastron taché de sang apportant la note dramatique, je dirais que le scénario de ce tableau-là est absolument caravagesque, mais bien entendu que le rendu, dans sa somptuosité, va beaucoup plus loin. Voilà le visage de la Lucrèce. Elle est donc en train de mourir. Elle s'est frappée, le sang coule déjà. Visage admirable puisqu'il est exactement sur le plan des valeurs, à mi-chemin entre le blanc de la tunique et le noir du fond, fermé, obscur, opaque de la composition. Voilà la chemise, pour que vous vous rendiez compte de la beauté aussi du traitement en transparence de ces étoffes, et que vous remarquiez le sang qui commence à couler et qui colle l'étoffe au corps, avec pourtant cette barre de l'or qui passe encore au travers du torse. Et dernier détail, je voulais vous montrer la manche, parce que je veux dire que quand on se penche sur ce tableau-là, on en ressort complètement halluciné. Regardez, c'est entièrement fait comme un coup de couteau, on pourrait dire, de façon à rendre cette étoffe infiniment riche et lourde qui revêt Lucrèce. Donc, simplement, je voulais vous approcher d'un Rembrandt de très près pour que vous vous rendiez compte donc que je ne le limite pas au caravagisme. Rembrandt, c'est Rembrandt, avec toute la richesse de métier et de palette qu'on lui connaît. J'aimerais simplement vous avoir fait remarquer à quel point cette richesse de palette sert en fait un propos caravagesque. Et on va continuer du même coup. C'est dans les portraits peut-être que le caravagisme est le plus évident, comme par exemple avec celui-ci, le portrait d'un oriental qu'on appelle le noble slave, aujourd'hui propriété du Metropolitan de New York, un des tableaux dans lequel justement le clair-obscur et le jeu du contre-jour est poussé le plus loin. Autre portrait, celui du philosophe juif, là encore, regardez ombre et lumière dans cette mise en scène complètement pyramidale et titanesque. Et vous avez remarqué aussi deux accents de lumière, l'homme, presque un triangle, et le livre, presque un triangle aussi. Donc deux formes complètement élémentaires se complétant l'une l'autre pour mettre en valeur la quête de la connaissance, le philosophe et l'œuvre des anciens. Un tableau absolument étonnant. Mais bien entendu, par le portrait, par la mise en scène du portrait, par l'utilisation de la lumière dans le portrait, Rembrandt se fait scénographe de plus en plus habile, et c'est là qu'on retrouve encore intact ce caravagisme qu'il n'oubliera jamais, et que je trouve on sent très fort dans ce petit tableau, c'est la mise au tombeau, c'est une des fameuses esquisses innombrables d'ailleurs de la Pinacothèque de Munich, toutes en ombre et lumière bien sûr. C'est le cas aussi, et Dieu que ce tableau est beau, Paris, musée du Louvre, le philosophe méditant dans son atelier,
une œuvre où la lumière, alors là, devient tournoyante et comme spiralée, ce qui ajoute encore à l'impression d'immobilité du personnage. Il est un peu comme le centre d'une galaxie en formation, et on a un peu l'impression que se créent autour de lui les mondes. Je crois que pour moi, c'est l'illustration de Faust, comme on peut au mieux la rêver et l'imaginer. Bien. Et dernier que je vous présente est le plus caravagesque, à mon avis d'ailleurs un des plus grands Rembrandt jamais peints. C'est pourtant une œuvre du début, c'est ce repas à Emmaüs qui est entièrement une scène de nuit, à peine trouée ici par cette lumière dont Rembrandt avait besoin pour mettre en valeur l'apparition du Christ, apparaissant donc en noir, apparaissant donc en négatif dans cette lumière miraculaire qu'est la sienne. Zurbaran au sud, Rembrandt au nord et au milieu. Eh bien, au milieu, nous avons Georges de la Tour et nous y arrivons maintenant. Quelques mots sur Georges de la Tour, ce sera d'ailleurs formidablement vite fait parce qu'on ne sait rien. Georges de la Tour est né en mars 1593 à Vic-sur-Seille ou Vic-sur-la-Seille, on hésite entre les deux, mais en tout cas en Lorraine. Mars 93, parce que le 14 mars, il sera baptisé et on a retrouvé son acte de baptême, mais jamais la mention de la date exacte de sa naissance. Il a appris la peinture, on ne sait pas trop comment, très certainement à Vic, très certainement donc chez lui, puis ayant fait des progrès, il est allé à la capitale, comme d'autres montés à Paris, lui il est monté à Nancy. Je vous rappelle, la Tour est un Lorrain, la Lorraine est une entité culturelle et historique et politique en soi seule, c'est en Lorraine donc que ce métier va s'apprendre. D'abord Vic, puis Nancy, ne demandez pas de nom d'élève, on n'en a jamais retrouvé. Dans une brève période, 1610-1616, on imagine, sans l'ombre d'une preuve, qu'il a fait comme tout le monde et comme beaucoup de jeunes Lorrains, ses amis, le voyage d'Italie, quelque part entre 1610 et 1616. En effet, à cette époque-là, de nombreux Lorrains partaient comme ça en troupe vers l'Italie. Et un des meilleurs amis de Georges de la Tour, qui s'appelait Jacques Callot autrement dit, est parti en Italie et peut-être emmenant la Tour dans ses bagages. Peut-être. En tout cas, une fois, dans une lettre à lui adressée de son vivant, bien entendu, il sera cité comme Georges de la Tour, élève du guide, autrement dit, élève de Guido Reni. Donc, par cette seule mention ô combien discrète, les historiens d'art se disent peut-être qu'il est allé en Italie, peut-être qu'il est entré un moment dans l'atelier de Guido Reni, donc peut-être qu'il a découvert un caravagisme très authentique, en tout cas dans le petit morceau de son séjour romain. D'autres historiens d'art dénient complètement ce séjour romain en disant jamais il n'a quitté la Lorraine. De toute façon, en l'absence totale de tout document, vous choisissez la vérité que vous préférez. Ce sera vite fait pour le reste. 2 juillet 1616, enfin une date précise, c'est celle de son mariage. Il épouse une jeune fille qui s'appelle Diane Lenaire, qui vient de Lunéville, et à peine le mariage, ou presque à peine le mariage célébré, le couple Latour quitte en fait Vic et va s'installer à Lunéville. Il est à Lunéville et il a un atelier à Lunéville, on commence à le connaître, on parle de lui, il y a même des commandes de tableaux, et au fait, il va s'enrichir jusqu'à sa maturité. Ce sera un homme prospère, en bon lorrain, il sait comment mettre ses économies de côté, très très bonne économie de foyer. On a des documents aberrants, des plaintes de ses soubrettes parce qu'on ne mange pas chez les Latour. Il semble avoir été d'une rapacité absolument proverbiale. Toujours est-il que ça le portera à mourir riche en janvier 1652 d'une épidémie de parapleurésie qui semble avoir emmené 8 personnes dans sa seule maison. Et très curieusement, ça nous amène à un tempérament qui, l'avarice en plus, si j'ose dire, le rapproche assez de Caravage. Et c'est curieux de voir que 2 des peintres qui ont peut-être représenté la sacralité, la beauté de la sacralité du message christique de la façon la plus intense, ont été en fait des êtres invivables. Caravage était invivable, la tour devait être pire encore. Et curieusement, ces 2 êtres-là ont su transcender leur art de façon tellement extraordinaire. Dans un des témoignages que nous avons, qui est d'ailleurs une histoire de bâtonnade de valet, c'est intéressant, je peux vous dire, il a le titre de peintre ordinaire du roi.
les historiens d'art se sont jetés dans tous les cadastres et registres pour retrouver la trace de ce vieux Louis XIII ou jeune Louis XIV qui aurait pu s'intéresser à la tour. On n'a jamais trouvé aucune mention. Vraisemblablement, pour remporter son procès, la tour a dit « Je suis peintre ordinaire du roi », mais il n'y avait certainement aucune vérité là-dedans. Donc, menteur en plus, vous voyez, ça fait bien dans le palmarès. Toujours est-il que Latour est mort, bon, vous avez vu, relativement jeune, laissant derrière lui une œuvre relativement restreinte. Mais à ce moment-là, s'est passé un curieux phénomène. Au cours de la fin du XVIIe siècle, pendant tout le XVIIIe siècle et tout le XIXe siècle, Latour a été complètement oublié. Trop régionaliste parce que trop lorrain. Il a été en quelque sorte négligé des historiens d'art, il n'a pas été maintenu en surface par des écrits, des appréciations, des commentaires, ou simplement par l'exposition de grands chefs-d'œuvre. Tout cela, c'est un peu parti dans les caves, et on a complètement oublié Georges de Latour. C'est un cas assez extraordinaire d'un exil total, d'un exil absolu. Car en fait, on ne reparlera plus de Latour, de sa mort à 1926. C'est quand même assez extraordinaire. 1926. Alors maintenant, nous n'allons plus que, et jusqu'à la fin, regarder les genres de Latour et simplement nous remplir de bonheur. Pour arriver au monde de Latour, une petite incursion, un petit arrêt en route, je dirais, pour vous présenter rapidement un autre Lorrain, Trophime Bigot. On connaît très peu donc d'œuvres de Bigot, une grande trentaine au maximum, mais elles sont passionnantes parce qu'au fond, elles sont le chaînon manquant entre Caravage et Latour. Je veux dire, vous avez vu tout à l'heure une Madeleine de Caravage, dans cette espèce de solitude de la nuit. Vous découvrirez tout à l'heure une Madeleine de Latour, et vous verrez qu'immanquablement, celle de Bigot se situe splendidement entre les deux, avec cette flamme qui se reflète dans un miroir, avec ce crâne qu'elle désigne et qui sert comme de contrepoint à son visage. Bref, toute cette méditation très intellectuelle est absolument superbe. Autre tableau de Bigot, alors encore bien meilleur que le précédent, c'est ce Saint-Jérôme à l'étude. Mais où vraiment encore le jeu de l'ombre et de la lumière est plus tranché qu'il ne l'était chez Caravage. Ça encore nous prépare, et ô combien, à la découverte de Georges de Latour. C'est le même esprit. Et dernier tableau de Bigot que je voulais vous montrer, lui alors conservé à la Pinacothèque Vaticane de Rome, c'est cette Sainte-Irène, soignant les plaies de Saint-Sébastien. Je vous le montre parce que c'est un des plus beaux tableaux de Bigot, et curieusement, c'est le sujet du premier Latour que vous allez voir dans un instant. Là encore donc, un sujet dans les mœurs du temps. Et regardez, la femme, ici le profil de la femme dans la lanterne. Or c'est vraiment la leçon de Caravage poussée à l'extrême, avec peut-être une petite forme d'intellectualisme esthétisant, je veux bien, on l'a dit à propos de Bigot, mais quand même une réussite absolument parfaite. Et quel meilleur tremplin pour entrer dans le monde de Latour. Nous voilà donc chez Latour, et je voulais commencer par ce tableau-là, parce que c'est le plus résolument caravagesque qui soit. Avouez qu'il rappelle beaucoup l'œuvre de Caravage, il rappelle beaucoup les œuvres de Zurbaran, il rappelle même beaucoup, si vous voulez, par cette lumière toujours venue de l'angle supérieur gauche, certaines des toiles de Rembrandt. Bien sûr avec un autre métier, bien sûr avec d'autres préoccupations. Toute la réalité de Latour est une réalité plus tuyautée, si j'ose dire. Les profils sont beaucoup plus nets, les lignes sont beaucoup plus définies, mais enfin, un tableau qui, dans l'œuvre de Latour, est assez insolite, je dirais, parce que c'est un des tableaux les plus farouchement italianisants qui soit. C'est justement un tableau du début. Il est aujourd'hui conservé au musée du Louvre. Donc c'est le même sujet que Bigot, exactement. Regardez Saint-Sébastien, dans l'étude même du torse, on a de très nets souvenirs, pour ne pas dire de très nets emprunts, à l'œuvre de Bigot. Alors, je trouve assez passionnant de se dire Georges de Latour à l'œil sur Bigot, qui lui-même a l'œil sur Caravage, et ainsi toute cette espèce de grande chaîne du passage des idées et du passage des formules s'établit entre Rome et la Lorraine. Maintenant, deuxième exemple pour vous montrer le caravagisme, c'est ce détail d'un reniement de pierre. Je voulais vous montrer surtout dans la façon de découper par l'ombre le visage de la servante, dans la façon de faire alterner les plages de jour et de contre-jour, cette même recherche que Caravage et que les Caravagesques, cette même recherche d'une réalité comme dépassée. Mais maintenant, vous ayant donc montré ces deux tableaux, la Sainte-Irène et le reniement de pierre, comme des exemples de caravagisme, nous allons aborder Latour dans sa carrière.
La première œuvre que nous connaissions de lui, c'est une série de 13 tableaux commandés pour la cathédrale d'Albi. C'est 12 portraits des 12 apôtres et un Christ. Ces tableaux ont figuré à Albi jusqu'à la Révolution. Depuis la Révolution, ils ont été complètement éparpillés et même certains ont été à jamais perdus. Je voulais vous montrer au moins deux qui sont en bon état de conservation. Ils sont au musée d'Albi à l'heure actuelle encore. C'est Saint Jude que vous avez devant vous. Alors là, dans le type du saint lui-même, dans de nouveau ce côté éprouvé, buriné, populiste jusqu'à un certain point de l'image. Regardez les mains, regardez le bâton, regardez les ongles, regardez même le regard qui rappelle tellement celui du saint Matthieu de Caravage. Nous avons une parfaite observance, je dirais, du monde que Caravage avait peint. De même d'ailleurs dans ce superbe Saint Jacques le Mineur que vous avez là, avec son bâton de pèlerin, ce regard complètement dardé vers la gauche comme à l'horizontale, et ses compositions extrêmement simples, mais toujours aussi suprêmement agencées que l'était l'œuvre du maître, c'est-à-dire l'œuvre de Caravage. Les deux que vous venez de voir sont donc au musée d'Albi, cependant que le troisième est au musée du Louvre, l'admirable et intense expression de ce Saint Thomas. 3 donc de la série des 13 qui sont la première œuvre commandée de Georges de la Tour. Puis, nous abordons un deuxième sujet maintenant. Ce sujet, ce sont les premières peintures. Après avoir fait ses preuves dans les 12 apôtres et le Christ, la Tour est lancée, il a son atelier à Lunéville, et un peu comme Caravage tout à l'heure, parce que même leurs destins sont semblables, il commence par des scènes profanes. Il y a toute une série d'œuvres de la Tour qui sont des œuvres profanes. Mais entendons-nous bien, derrière l'aspect profane, il y a toujours la moralité de la fable. Donc, comme chez Caravage, encore ceci les rapproche, nous avons toute une recherche comme de parabole. Par exemple, devant vous, un tableau que je me permets de m'en trouver le meilleur la Tour qui soit. Mais enfin, c'est une rixe de mendiants et de musiciens, aujourd'hui orgueil du musée Paul Getty à Majibou. Remarquez, il n'y a plus tellement de la Tour à se mettre sous la dent. Le Getty avait les moyens et les dents nécessaires, par conséquent, ils l'ont. Alors, une rixe de mendiants. Où est la moralité là-dedans? C'est simplement ceci. Nous apprend l'iconographie du temps dans ce même sujet traité par les graveurs au XVIIe siècle. Un spectacle comme la bataille de deux déshérités qui n'ont rien à s'envier, rien à se jalouser, le seul bien c'est la misère. Autrement dit, la bataille absurde de gens qui n'ont rien à se prendre, rien à se voler et rien à s'envier peut susciter ou bien les pleurs ou bien le rire. Sous-titre de ce tableau-là donc, gens qui pleurent et gens qui rient. Un tableau dont je vous ai dit, c'est peut-être pas le meilleur Latour, un peu expressionniste, un peu à la Lenain, je dirais, mais avec des détails formidables, comme le visage de la vieille qui a l'intensité d'un Bruegel. Ça, elle représente les gens qui pleurent, cependant que de l'autre côté, le violoniste a quelque chose de Franz Hals. Donc il y a un peu entre Bruegel et Franz Hals dans cette œuvre-là, une tentative de définition du monde pictural. Puis, deuxième scène, si j'ose dire, profane, l'extraordinaire, somptueux tableau qu'est donc le tricheur. Alors, l'histoire extrêmement simple, nous sommes chez une courtisane, voilà la dupe, le client, on va jouer jeu d'enfer pendant toute la nuit, et lui, le pauvre imbécile, va naturellement tout perdre, parce que le comparse de la courtisane a les as dans la ceinture. Pendant ce temps-là, on sert à boire. Bien. C'est de nouveau une moralité exactement tributaire de l'iconographie du fils prodigue, ou l'enfant prodigue si vous préférez. C'est-à-dire ce pauvre gosse qui, découvrant la réalité, rentrera plumé chez lui. Donc c'est un sujet qui démarre, si vous voulez, de ce même tronc de l'enfant prodigue. Mais en même temps, vous remarquerez, la tour traite ça avec un tel génie, la tour traite ça avec une telle splendeur que c'est une totale peinture du silence, si vous remarquez. Personne ne parle, personne n'a d'expression. Tout est dans le jeu des regards, tout est dans le jeu des mains. On dirait qu'il y a presque deux lignes mélodiques. Regardez, au niveau des regards, le tricheur qui nous prend à témoin, la servante qui nous prend à témoin, elle aussi d'ailleurs.
La courtisane qui simplement glisse son regard comme celui d'un masque de no japonais vers le tricheur, et puis le pauvre imbécile qui est naturellement buté sur ses cartes de Yas et qui ne se rend pas compte que le bel or de son papa est en train de disparaître. Donc au niveau des regards, déjà toute une espèce de jeu d'une extraordinaire intensité, mais aussi le niveau des mains, la main qui triche. La main, au contraire, toute calme et toute mondaine de celui qui montre presque ses cartes à l'adversaire pour le rassurer. La main de la courtisane qui est ici comme un appel, mais qui de l'autre côté a la rapacité d'une araignée sur son territoire. Puis les mains toutes tendres et encore pas sèches de leur lait triché. Tout cela fond de ce tableau une merveille dans laquelle on va donc se promener un peu. Voilà la courtisane. Ça, c'est après nettoyage au Kimbell. Le tableau s'est extraordinairement, d'ailleurs, acidifié. Il est devenu encore 1000 fois plus beau, je dois dire, aujourd'hui. Enfin, tel que vous le voyez. Hein. La courtisane, voilà le tricheur, dont je vous ai dit qu'il nous prend un témoin, il nous montre ce qu'il est en train de faire. C'est là, d'ailleurs, que est la racine même de la moralité. Voilà par contre ce qu'il ne veut pas nous montrer, ce que nous apercevons comme envoyeur, l'as de trèfle qu'il sort de sa ceinture. Et voilà la main de la courtisane, cette main dont je vous ai dit qu'elle était comme un appel, elle l'appelle à poser la carte, et donc bien sûr à plumer le pigeon. Mais là encore, regardez la beauté de cette main, et la beauté des perles d'ailleurs qui entourent ce poignet. Et voilà les mains du dernier, c'est-à-dire vraiment ce jeune homme qui a presque une face de nouveau-né, tellement Georges de la Tour veut nous montrer au fond le caractère puéril, je dirais, de la dupe qu'il représente. Et la plus belle partie du tableau, d'ailleurs, sur le plan pictural, c'est l'habit de la dupe, l'habit de ce jeune homme, tout en rose et gris rebroché, un habit d'une richesse, et traité en même temps avec une liberté picturale qui est absolument étourdissante. Donc, c'est peut-être un tableau profane, c'est peut-être pas le grand Latour spirituel auquel on aime à être habitué, mais vous admettrez que dans la rigueur de la composition, c'est d'une beauté absolument extraordinaire, et je dirais dans la leçon de la moralité, c'est d'une portée très étonnante aussi. Donc on était déjà bien content d'avoir ça. Puis voilà que tout d'un coup, bis repetita placent. C'est le tricheur, mais là ça a changé de couleur. Vous aurez remarqué en effet que tout à l'heure il trichait en trèfle, il triche ici en carreau. Il s'agit en fait d'une deuxième version autographe, le tricheur à l'as de carreau, qui appartient à la famille genevoise, qui en fait l'a vendu il y a peu de temps relativement, et aujourd'hui ce tableau est au musée du Louvre. Alors voilà donc ici le tricheur à l'as de carreau. Et de nouveau, on va se faire le plaisir de se promener un peu dedans, parce que cette version un peu plus simple, je dirais, que la version de Fort Worth, ramenée peut-être à plus d'essentialité, va encore plus loin. Regardez par exemple le traitement de la manche du tricheur, ici. Ou encore, regardez le geste, le double geste de la donne des cartes et de l'appel de la courtisane. La main est beaucoup plus près, comme si elle était presque en train de le titiller comme ça, de son index pour le faire jouer plus vite. Puis en fait, regardez comment est plus fragile encore la main du triché, la main de la dupe. Mais par contre, quelle importance a été donnée à cette somptueuse nature morte de Jaunet que l'on a sur le plat de la table. Quant au détail le plus beau de tout, c'est naturellement le visage de la courtisane. Dans la première version, j'avais déjà parlé de masque de no japonais. Je trouve que ça prend une vérité encore plus essentielle et fondamentale dans ceci. Qu'il me soit juste permis de vous faire remarquer au passage que la courtisane de Georges de la Tour porte strictement les mêmes bijoux que cette courtisane qui était la Madeleine de Caravage. Même boucle d'oreille, même rang de perles en fait. Dans la série des tableaux profanes, le dernier que je vous présente, c'est le nôtre, c'est le tableau du jour. C'est donc la diseuse de Bonaventure. Et là, je n'ai plus besoin d'entrer dans la description. Au fond, c'est le même personnage. Non seulement plumé chez les dames, mais en plus de ça, volé dans la rue. Puisque, ayant eu l'imprudence de se faire lire dans les lignes de la main, il paye, point 1, et se fait voler, point 2. Ça, c'est le tableau du Met de New York, donc un des rares Latour signé, je vous le rappelle, et on va aussi se promener dedans pour constater de nouveau que c'est dans les mains plus que dans les regards, et dans les mains seulement, je dirais, que se tient tout le drame. La main du jeune homme, ouverte bonnettement, je dirais,
la main de la vieille bohémienne qui se crispe sur la pièce d'or qu'elle vient de prendre. Le jeune homme, regardez-le, c'est extraordinaire, c'est le même d'ailleurs que le tricheur, hein, c'est le même visage pas sec derrière les oreilles, une espèce de tendresse, encore une fois presque infantile dirais-je, et pour le reste, tout est jeu de main. Alors voilà, on lui vole sa montre, comme vous pouvez voir, avec un ciseau, on est en train de couper la chaîne de sa montre, cependant que, voilà, cependant qu'il est en train de payer sa consultation. D'ailleurs, il devrait se faire les ongles, hein, ils sont un peu sales. Et en même temps, on lui vole sa bourse. Autrement dit, vous voyez que de tous côtés, au fond, dans cette espèce de symphonie de rouge et de blanc, mais où le rouge domine véritablement, tout va vers le dépouillement, on pourrait dire, de ce jeune homme. En tout cas, un des plus beaux tableaux, sur le plan pictural, un des plus beaux tableaux qu'est peint Latour. Je dois simplement vous faire remarquer l'habit complètement aberrant de la vieille bohémienne, fait de briques et de broc, mais de tissu absolument somptueux, en opposé avec l'habit de ses complices, simplement du noir et du blanc. Alors, ce jeu entre les deux, la vieille sorcière et ses jeunes acolytes, est un des tout beaux moments de peinture de Georges de Latour, sans doute. Le dernier tableau profane que je vous montre, tout dernier, c'est le dernier retrouvé par hasard dans un château en Angleterre en 1972. Un historien d'art anglais, Christopher Wood, a découvert dans un couloir un Georges de Latour, tableau qui lui a dit original. On a nettoyé, restauré ce tableau, on l'a montré au plus grand Georges de Latouriste du monde. Tout le monde est unanime, c'est une œuvre de Latour. C'est le dernier identifié, 1972. C'est les joueurs de cartes, pardon, les joueurs de dés, excusez-moi. De nouveau une histoire de dupe, puisque 3 soldats jouent au dés sans se rendre compte qu'un jeune homme assez étrange et ambigu ici pipe les dés à côté. Donc c'est de nouveau un tableau de tricheur qui nous est montré ici, dans une lumière plus insolite que jamais d'ailleurs, avec un détail superbe, c'est le plus jeune des soldats, avec ce visage presque bottigellien qui est le sien. Donc, dans la première partie de sa carrière, comme Caravage, Georges de Latour a signé toute une série de tableaux d'essence profane. Et plus tard, étant assis dans ce Lunéville où il fait carrière, où on commence à le connaître, où même le gouverneur de Lorraine, monsieur de la Ferté, achète ses tableaux, alors Latour monte, si j'ose dire, à la grande iconographie sacrée et nous livrera les œuvres les plus célèbres. Or, vous les connaissez bien, j'en suis sûr. Je vous montre donc, et pour le plaisir, ce nouveau-né, l'adoration des bergers, ici, aujourd'hui, Paris, musée du Louvre. Ça vous amusera peut-être d'apprendre qu'il a été trouvé par hasard, comme il se doit, chez un antiquaire d'Amsterdam qui le vendait sous le nom de Honthorst. Il était sûr d'avoir un Honthorst, ça se vend mieux à Amsterdam, faut dire, et c'est un Français qui l'a acheté, sûr d'acheter un Honthorst, et très déçu d'avoir acheté un Georges de Latour. Bon, il en a fait cadeau au Louvre, ce qui est déjà pas si mal, disons bien. En tout cas, une des plus magistrales compositions de Latour. Mais, regardez surtout l'enfant, la façon dont l'enfant semble comme sourd d'une espèce de lumière intérieure. Le clair-obscur chez Georges de Latour est un clair-obscur qui sourd en fait du tableau lui-même. Mais je dirais que l'adoration des bergers, certainement le premier tableau sacré de Georges de Latour, est en même temps le plus convenu. Vous allez voir que maintenant, dans les derniers tableaux que je vais vous présenter, il n'y en a plus beaucoup, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de sortir vos licans pour finir ça ira quand même. Vous remarquerez que, comme chez Urbain en disait, en avançant dans le temps, la restriction du nombre de personnages, la restriction de la composition, je dirais le dialogue de 2 personnages essentiels sont le fondement de l'esthétique. C'est le cas de cet autre tableau du musée du Louvre, qui est un chef-d'œuvre, c'est Saint-Joseph Charpentier. Vous savez, je pense que la contre-réforme va mettre l'accent sur le culte de Joseph, un peu oublié jusqu'alors, il faut bien le dire. La contre-réforme va donc lui consacrer des textes et aussi des tableaux. Voilà donc Joseph dans son officine et le jeune Christ l'éclairant. Ce qui est hallucinant dans ce tableau, c'est l'effet de clair-obscur qui naturellement sort de l'enfant. Et Georges de Latour donne à l'enfant une présence complètement divine, irréelle, onirique, uniquement par la charge de lumière dont son visage est comme frappé
frappé et sa main rendue presque transparente. Vous l'avez remarqué, je pense. Donc c'est une simple scène d'atelier, je dirais, mais qui devient une scène divine en ceci que la lumière transfigure cette réalité comme la lumière transfigurait la réalité de Caravage. Donc vous voyez, de nouveau, l'application d'une forme de même principe. Alors là, je vais vous montrer l'opacité de Joseph et, de l'autre côté de la composition, la transparence du Christ, tellement évidente dans cette main à travers laquelle on voit presque battre et couler le sang d'ailleurs, un des plus beaux morceaux de peinture de la Tour, et certainement un des premiers immenses chefs-d'œuvre de la Tour. Et dans la même série des dialogues à deux personnages, comme Saint-Joseph et l'enfant, voilà ce deuxième tableau, aujourd'hui conservé au musée d'Épinal, musée départemental des Vosges. Un thème iconographique d'ailleurs qui ne fait pas l'unanimité des historiens. On l'a appelé au début la visite aux prisonniers. On est maintenant à peu près sûr que c'est en effet une parabole biblique. C'est Job sur son fumier, grattant ses ulcères avec son tesson. Moqué par sa femme, Job raillé par sa femme, tel est le titre un peu définitif donné. Et de nouveau, regardez, c'est une peinture du clair-obscur, bien sûr. Mais je pense que vous commencez à remarquer la différence fondamentale entre le clair-obscur de Caravage et le clair-obscur de la Tour. Ils sont aussi clair-obscuristes l'un que l'autre, ça y est pas de doute. Tout est nuit et lumière, tout est nuit et soleil, tout est nuit et bougie, chez l'un comme chez l'autre. Mais chez Caravage, la source de lumière n'est jamais montrée. La lumière vient de l'extérieur, de plus haut. C'est une réalité transcendée que Caravage peint. Alors que chez Georges de la Tour, la source de lumière est toujours dans le tableau. C'est une lumière désignée que Georges de la Tour, c'est une lumière définie que Georges de la Tour peint. Et vous voyez bien ici que tout le halo de lumière qui forme le centre de la composition vient de cette bougie qui est ici. Donc clair-obscur, mais avec des intentions fondamentalement différentes. Voilà, c'est un des tout beaux détails, ça d'ailleurs, la femme de Job en train d'essayer de le ramener à la raison. Voici aussi d'ailleurs cette main et cette bougie tellement étonnante que vous avez ici. Donc, après le Saint-Joseph charpentier, nous avons trouvé cette femme de Job, très bien, restriction à deux personnages, même deux personnages que nous retrouvons dans un troisième tableau, je trouve absolument divin, il est à Nantes celui-ci. Sujet difficile, aussi pour les iconographes. On a dit jeune servante éveillant un vieillard. On aurait même pu dire Heidi et son grand-père, tant qu'à faire. De nouveau, dans l'idée de l'iconographie contre-réforme, l'accord presque unanime se fait maintenant, c'est l'annonciation à Joseph. C'est l'ange annonçant à Joseph ce qui sera son destin. Il serait là. Représenté. Et vous voyez, toujours avec la source lumineuse très présente, même s'elle est occultée par le bras de l'ange, cela permet de tirer parti des contre-jours et de donner, un peu comme dans le Jésus du Saint-Joseph charpentier de tout à l'heure, un côté complètement apparitionnel au visage de l'ange contre l'opacité du visage de Joseph. Donc un peu, si vous voulez, la même technique de clair-obscur, le même procédé de clair-obscur, mais traité peut-être plus magistralement encore. Ça, c'est certainement, c'est l'ange donc, un des plus beaux visages qu'ait jamais peint Georges de la Tour. J'en profite pour vous montrer follement agrandi le mauvais état de ces peintures qui sont effroyablement craquelées, comme vous pouvez le voir, dû à l'usage, et comme toujours en son temps, du bitume en trop grande quantité. Et puis, je vais vous montrer cet autre détail, qui est justement la source de lumière, mais cachée par cette manche qui, au fond, permet comme par réflexion l'aspect miraculaire de la lumière. Et nous arrivons maintenant à la fin, plus que trois tableaux qui forment comme un triptyque. Souvenez-vous qu'on a commencé cette conférence sous le signe de Marie-Madeleine. La repentance de la Madeleine par Caravage était, vous ai-je dit, une façon de peindre la repentance d'une église en train de se reconsidérer et de se restructurer. Caravage a donc peint une Madeleine, Caravage est le maître. Georges de la Tour en peindra trois, Georges de la Tour qui est le disciple. Nous avons trois variations sur le thème de la Madeleine. Et ça me paraissait tellement important de vous les montrer, ça me paraissait tellement important aussi de vous montrer qu'après beaucoup de personnages, puis une série de tableaux à deux personnages seulement, comme Zurbaran, il finit avec des tableaux à un personnage, la Madeleine toute seule, la Madeleine face à elle-même, si vous le préférez. Donc même problème de restriction de champ que j'évoquais à propos de Zurbaran.
Voilà la première de ces trois madeleines. Elle s'appelle la madeleine Fabius, du nom de son premier propriétaire connu. À la fin du 19e siècle, cet homme faisait partie des collections de M. André Fabius, et depuis, il a un petit peu changé changé de monde, puisque aujourd'hui la madeleine Fabius se trouve à Washington. Alors, regardez comme c'est étonnant, il n'y a rien dans ce tableau-là. Simplement, le visage mi-occulté par la main de Madeleine, qui prend conscience, en fait, du crâne, et donc de la mort, et donc de la vanité, et donc, en fait, de tout ce qui est la fin de toute chose. Regardez comme du doigt, elle semble apprivoiser ce crâne. Et chose extraordinaire, ce crâne qui est devenu une ombre, par contagion, au fond, fait de sa main, fait de son bras, fait de son épaule une ombre aussi, comme si en quelque sorte l'opacité du crâne petit à petit gagnait la Madeleine, en même temps dirais-je que l'humidité. Et la seule chose qu'il reste de vivant, c'est l'œil de Madeleine posé sur la source de lumière de ce tableau. C'est une des plus étonnantes Madeleines qui existent, puisqu'elle est à moitié, pour le moins, complètement noire. Enfin, je veux dire brume, bitume, bien entendu, mais il y a une immense audace d'avoir traité cette immense plage sans modulation aucune, d'où sort tellement magiquement le couple Madeleine et crâne que vous avez devant vous. La deuxième Madeleine s'appelle la Madeleine Terf, T-E-R-F-F. Les noms sont au tableau noir, bien sûr. La Madeleine Terf, du nom de son propriétaire, et aujourd'hui elle est entrée au musée du Louvre. Même sujet, même Madeleine, même crâne et même bougie. Ici c'est une veilleuse, mais enfin bon. Mais regardez que la composition est complètement différente. La Madeleine Terf, la première, regardait comme au-delà de la composition, alors que dans la Madeleine la Madeleine Fabius, pardon, regardait au-delà de la composition, alors que la Madeleine Terf ne regarde plus que dans la composition. Dans le tableau précédent, tout était mis en œuvre pour, au fond, que le regard de Madeleine aille plus loin que le cadre. Ici, on referme, Georges de la Tour referme encore l'espace, et il le situe exactement, au fond, dans la confluence de la flamme qui est ici. C'est cette flamme qui définit la réalité de la cuisse, du bras, de l'épaule, de la chevelure et des objets de la nature morte pour nous ramener aux genoux de Madeleine. Et donc, au fond, ce dialogue avec soi-même que Madeleine emblématise est admirablement rendu ainsi. Alors, on va voir juste deux détails, je crois même pas un détail, c'est l'admirable détail de la veilleuse, là aussi un des plus beaux morceaux de peinture de la tour. La dernière Madeleine, et qui est peut-être celle qui va le plus loin, c'est la Madeleine Wrightsman, du nom de son dernier propriétaire. Donc on a Fabius, Terf et Wrightsman, et la tradition fait qu'on les appelle ainsi, chacune de ces trois Madeleines. Celle-là est aujourd'hui au Metropolitan de New York. Et j'aimerais simplement vous montrer l'inconstance de ceux qui hurlent puis oublient. En 1960, il n'y a pas un journal, Canard enchaîné en tête, qui n'ait hurlé contre André Malraux quand la diseuse de Bonaventure est partie pour le Met. 4 ans plus tard, le Met achetait ceci, la Madeleine Wrightsman, qui sortait tout droit de Paris et plus personne n'a rien dit. Autrement dit, vous voyez, il y a des trompettes qui se rouillent vite. Alors, la troisième œuvre, donc, elle a été achetée, la troisième Madeleine a été achetée à la très sérieuse galerie Heim de Paris par M. Wrightsman, d'où le nom. Il l'a exposée chez lui et à sa mort, il l'a léguée au Met. Voilà pourquoi elle est entrée au Met dans les années 68-69, si j'ai bonne mémoire. Toujours est-il, c'est la plus étonnante, c'est celle qui va le plus loin. Vous remarquerez qu'elle a le regard au-delà de la composition, comme la Madeleine Fabius, mais l'intériorité ramenée autour de la lumière, comme la Madeleine Terf, et en plus, elle nous offre une espèce de double problématique par cette extraordinaire nature morte. C'est rien, c'est le miroir, symbole de l'ancienne vanité, illuminé par le chandelier. Alors regardez bien. Le miroir est représenté là, devant le miroir il y a encore tous les affluxios de la vanité, le collier de perles, les boucles d'oreilles, toujours les mêmes d'ailleurs, toujours les mêmes depuis Caravage ici. Et pour mettre tout cela en lumière, nous avons simplement donc le chandelier. Mais chose extraordinaire, ce chandelier se reflète dans le miroir. Et regardez bien, le vrai chandelier et la vraie bougie sont naturellement en noir parce qu'à contre-jour.
Le faux chandelier, la fausse bougie, ceux du reflet, sont par contre parfaitement découpés, parfaitement dans l'espace et parfaitement, si j'ose dire, situés. Autrement dit, la réalité est moins consistante que son illusion et que son jeu chez Georges de la Tour. C'est absolument extraordinaire. En fait, c'est l'aspect onirique de cette flamme, ce qui nous est montré donc à travers le miroir, comme dirait Lewis Carroll, qui est en fait plus vrai que la réalité. Et du même coup, le dialogue entre le crâne et le visage, traité d'ailleurs selon presque la même prise de vue, devient aussi un jeu réalité-irréalité. Réalité est sa projection, la réalité est son rêve. Donc, devant quoi de plus beau pouvions-nous finir cette conférence que devant ce dialogue tellement extraordinaire entre une vraie et une fausse bougie, mais où la fausse finit par être plus vraie que la vraie. En tout cas, ce soir, on s'est gâté. Moi, je me suis fait follement de plaisir en vous présentant en tout cas 4 des plus grands peintres qui soient, à mon avis, Caravage, Zurbaran, Rembrandt et Latour. Et je nous remercie de notre patience.